Nous allons débuter cette séance. Alors, nous allons écouter une conférence de Dominique Schnapper. Dominique Schnapper n'est pas à présenter, tout le monde la connaît. Un petit rappel quand même, Dominique Schnapper a été directrice de recherche au CNRS de longues années, une chercheuse très prolifique qui a écrit sur tout un ensemble de thématiques. Dominique Schnapper est sociologue, elle a écrit sur la République, la citoyenneté, avec une attention dès le départ d'ailleurs au cas des Juifs en France. Donc Dominique Schnapper est particulièrement habilité à venir nous parler du sujet qui nous occupe ici, qui est le tragique de la guerre et le cas des Juifs. Je ne sais pas comment elle va prendre le sujet, mais on va l'entendre et puis nous aurons tous ensemble une discussion. Dominique, je vous laisse la parole. Merci Dany. Excusez ma voix qui est liée au problème de l'hiver. Alors les événements du 7 octobre ont ouvert une nouvelle étape de l'histoire d'Israël et révélé l'état du monde, un état du monde qu'on peut qualifier par euphémisme d'inquiétant. Première réaction, nous avons été sidérés. Le Hamas avait-il trompé les services secrets? Ceux-ci n'avaient-ils pas cru leurs informations? Le gouvernement, obsédé par ses problèmes intérieurs, ne les avait-il pas écoutés? Quelle a été la part de l'aveuglement et de l'hubris? Nous avons été stupéfaits par la facilité apparente avec laquelle les terroristes ont enfoncé en 29 endroits une barrière high-tech et se sont enfoncés dans le territoire israélien jusqu'à l'intérieur des maisons, renseignés dans le détail sur la présence de leurs futures victimes dans les différents lieux. Stupéfaits aussi devant le retour d'une sauvagerie dont on aurait voulu croire qu'elle était devenue impossible, éventrer les femmes enceintes, couper la tête des nourrissons, violer des femmes avant de les tuer et de les exposer à la foule, traîner malades et vieillards, puis faire la fête dans les rues de Gaza devant le cadavre d'une jeune fille dénudée. Ces horreurs étaient ensuite volontairement diffusées dans le monde entier grâce aux vidéos réalisées par les assaillants eux-mêmes, montrant triomphalement leurs actions et le plaisir qu'ils tiraient de la souffrance qu'ils infligeaient à leurs victimes. En même temps, nous n'avons pas été absolument surpris. Les Juifs savent, peut-être mieux que les autres, que tout est toujours possible, que la sécurité est toujours provisoire, que l'antijudaïsme est une dimension constitutive des sociétés chrétiennes depuis l'Antiquité tardive, et qu'il peut à tout moment s'exprimer et renaître, se recycler sous une nouvelle forme et dans un nouveau vocabulaire. Nous savons aussi qu'une judéophobie ordinaire, ou dite ordinaire, s'exprime de longue date en milieu musulman en raison de l'héritage du statut d'infériorité des Juifs en terre d'islam, et que cette judéophobie a été importée en Europe. Nous savons que la condition des Juifs dans les démocraties victorieuses et stabilisées de l'après-Seconde Guerre mondiale fut un miracle, et comme tous les miracles humains, il est essentiellement fragile comme la démocratie. Après les émotions, les chagrins et les indignations, il faut pourtant s'efforcer d'analyser et de comprendre. Certains d'entre nous, dans le comité organisateur, ont jugé indécent de penser et de parler quand d'autres meurent. D'autres ont jugé qu'il fallait continuer à étudier dans toutes les circonstances. Je respecte les deux positions
Mais personnellement, je me suis jointe aux organisatrices de ce colloque, mais cela ne signifie évidemment pas d'oublier les circonstances dans lesquelles il se déroule. Il faut donc essayer de comprendre la dissymétrie entre la réaction des Juifs et celle de beaucoup de nos compatriotes non-juifs, continuer à distinguer la population palestinienne et le Hamas, distinguer le terrorisme et la guerre menée par une armée selon le droit international de la guerre. Selon la célèbre formule d'Albert Camus, il ne faut pas ajouter à la misère du monde, s'efforcer de penser juste, c'est modestement lutter contre les formes extrêmes que peut prendre cette misère. Les guerres en Israël ont toujours eu une dimension existentielle. L'idée du génocide reste à l'horizon du monde des Juifs et des Israéliens. La Shoah continue à peser lourdement sur la conscience historique des Juifs et sur celle des Européens. En sorte que les événements du 7 octobre, par leur horreur, ont réactivé une conscience du destin juif qui serait marqué par une tragédie sans fin et par la présence constante de la mémoire de la Shoah. L'ultime refuge, pour soi-même ou pour les autres, cessait brutalement et définitivement d'offrir sa protection. Ni l'état des Juifs, rêvé par Théodore Herzl, ni la bonne conduite des citoyens dans les démocraties n'apporteraient une fin à une tragédie qui n'en comporterait pas. C'est une histoire qui semble sans origine et sans fin, aux deux sens du terme, inscrite dans l'éternité du mal. Dans le monde, il n'est point de refuge, il faut vivre dans le danger continu et accepter l'idée d'un destin tragique. Il faut accepter l'idée que jamais ni les Juifs ni Israël ne seront jugés comme les autres et que la légitimité de l'État d'Israël ne sera jamais acquise. L'idée de normalité du destin juif par l'existence d'un État est un échec. Jamais le destin ne serait normal ou normalisé. Quand Bachar el-Assad massacre 300 000 Syriens, c'est-à-dire son propre peuple, personne ne remet en question l'existence de la Syrie. Quand Israël mène une guerre discutable, ce n'est pas sa politique qui est discutée, mais son existence. C'est pourquoi le mythe de l'invincibilité d'Israël est nécessaire à sa survie. Les Arabes peuvent perdre une bataille sans perdre la guerre. Les Israéliens jouent leur existence dans chacune des guerres qu'ils mènent. Jamais les Israéliens, comme les Juifs, ne seront considérés et jugés selon les mêmes critères que les autres. En ce sens, le 7 octobre annonce la fin d'une période de l'histoire juive et la fin d'un rêve, la sécurité de ses habitants et la raison d'être de l'État d'Israël. Elle a été mise à mal, comme jamais depuis 1948. Quant aux Européens, dont le destin est lié à celui d'Israël, ils pardonnent difficilement aux Juifs d'avoir été leurs victimes. Le 7 octobre leur impose à nouveau l'image de leur contribution, au moins par l'abstention, à des conduites qu'ils voulaient évacuer de leur mémoire. Après avoir discrètement regretté les événements du 7 octobre, la majorité des intellectuels se sont mobilisés pour déplorer les victimes civiles à Gaza, condamner les bombardements israéliens, en omettant de penser la signification politique et métaphysique de ces deux événements. L'accusation de deux poids, deux mesures, formulée contre ceux qui distinguaient les victimes du terroriste et les morts d'une guerre menée par une armée, s'est rapidement diffusée dans la scène publique. To blame the victim est le procédé magique bien connu, grâce auquel le persécuteur récupère son honneur, il peut relativiser ses actes, il peut oublier. Personne ne devrait nier que le père palestinien qui pleure la mort de son enfant éprouve la même douleur que le père israélien qui pleure le sien et qu'il a droit à la même compassion. Mais cela ne signifie pas que la signification politique soit la même. Au fur et à mesure que le temps passe, aux yeux de l'opinion européenne et mondiale, les morts, les responsabilités et les sorts sont au mieux également répartis quand Israël n'est pas accusé de génocide, et nous savons que le terme n'est pas choisi par hasard.
La spécificité du terrorisme et la mémoire de la Shoah sont évacués de la conscience historique des Européens, ils peuvent retrouver leur bonne conscience. C'est ainsi que des féministes ont pu manifester vigoureusement contre les gestes déplacés de leurs supérieurs hiérarchiques et refuser d'exprimer leur solidarité avec les femmes israéliennes torturées, violées, mutilées, exposées devant une foule en liesse à Gaza. Business as usual. Rappelons pourtant que selon un sondage de l'IFOP, l'ensemble de la population française ne suit pas ce qui s'exprime dans les médias et les réseaux sociaux. 57% de la population caractérise les actes du Hamas comme terroristes et 35% de crimes contre l'humanité. 10% seulement pensent qu'il s'agit d'actes de résistance. En revanche, il est vrai, la popularité d'Israël baisse au fur et à mesure que le temps passe. Reste que la majorité en France, instruite par l'expérience du terrorisme, porte un jugement exact sur le caractère terroriste du Hamas. L'interprétation du drame du Moyen-Orient et de l'action du Hamas en termes de résistance à un projet de colonisation européenne qui domine le monde académique est devenu le nouvel opium des intellectuels. Malheureusement, c'est eux qui parlent, c'est eux qu'on entend, c'est eux qui se répandent dans les réseaux sociaux. J'ai vu hier que l'évolution en Angleterre est un peu du même ordre, c'est-à-dire que la population anglaise, dans sa majorité, porte le même type de jugement. Il faut donc dénoncer inlassablement la confusion de l'action terroriste qui a pour but d'anéantir l'État d'Israël et de tuer tous les Israéliens et tous les Juifs, avec l'aspiration des Palestiniens à se constituer en nation indépendante. C'est une image, cette confusion, que répandent les idiots utiles ou les complices conscients ou non des terroristes qui consistent à assimiler le Hamas, branche armée des frères musulmans soutenus par le Qatar et par l'Iran, à la population palestinienne. Avant les événements, une partie des Gazaouis, 73%, si on en croit un sondage réalisé par le baromètre arabe, étaient hostiles au Hamas et à la charia, dont ils étaient les victimes, même si aujourd'hui, depuis l'intervention israélienne, ils se sont massivement ralliés à ceux qui prétendent être leurs défenseurs. Comment comprendre la situation actuelle qui résulte de la conjonction d'une double série historique, l'une locale et l'autre mondiale? Au Moyen-Orient, le conflit entre les Juifs et les Arabes existe depuis plus d'un siècle. La conjugaison des passions des hommes a rendu ce conflit tragique dans la mesure où s'y exprime directement la violence des passions, dans la mesure où il est identitaire. S'y mêlent, en des proportions diverses, variables selon le temps, les aspirations messianiques, les mépris réciproques, les malheurs des peuples, les uns exterminés, les autres expulsés, le poids de la mémoire de la Shoah sur la conscience historique des Israéliens et des Juifs, et aussi de tous les Européens, la politique à court terme des grandes puissances et le cynisme des États arabes voisins qui font de la soi-disant cause palestinienne, qui présentent comme la cause palestinienne, un pur instrument de leur propre politique. Ce sont les Jordaniens qui ont tué en 1970 et 1971 le plus grand nombre de Palestiniens lors des massacres du Septembre noir. Aujourd'hui, l'Égypte refuse d'ouvrir ses frontières aux Gazaouis qui fuient la guerre. Les gouvernements arabes voisins d'Israël craignent la violence des mouvements islamistes qui pourraient ébranler leur propre pouvoir. On peut débattre des responsabilités des uns et des autres au cours du temps, elles sont difficiles à peser, mais le fait est que dans cette situation locale, elles rendent aujourd'hui la solution locale, plus lointaine que jamais. Et cela d'autant plus que le conflit local, avec tout le poids symbolique de la question juive dans l'histoire de l'Europe,
et même à travers l'extension européenne dans l'histoire du monde, a pris une nouvelle dimension depuis les années 1980 avec le déploiement des différents courants de l'islamisme. Malgré tout ce qui les sépare et qui les oppose parfois violemment, tous les islamistes ont un projet impérialiste qu'ils formulent parfaitement clairement, celui de dominer le monde en lui imposant le régime de la charia. L'État islamique de Daesh en a donné un exemple terrifiant que nous commençons à connaître. Dans ce but, ils doivent détruire les démocraties, qui est leur ennemi premier, en tirant parti des faiblesses de cet ennemi. Les chefs du Hamas savent mener leur combat en manipulant les faiblesses et les symboles des démocraties. Et c'est ce que montre tout particulièrement leur action en France et en Israël. En France, ils s'attaquent au cœur de la République, c'est-à-dire d'abord à son école. La France est le pays où, en Europe, la population de tradition juive, de l'ordre d'un demi-million, et la population de tradition musulmane, 10 fois plus nombreuse, sont les plus nombreuses. C'est le pays où le ressentiment lié au passé colonial est le plus intense. Ancien pays colonisateur, elle n'a pas su quitter ses anciennes colonies avec l'élégance du Royaume-Uni, et la mémoire de la guerre d'Algérie continue à peser sur la conscience collective. De plus, c'est une nation très politique qui prétend avoir inventé la modernité politique depuis la Révolution de 1789, qui se vante d'avoir participé à la victoire de 1945 et de continuer à porter tous les principes de la démocratie. Elle revendique l'idée que sa voix est singulière dans le monde. C'est enfin la terre de la laïcité qui permet de faire vivre dans la liberté la pluralité des religions. Le principe de la séparation du politique et du religieux est propre à toutes les démocraties et il est directement contradictoire avec la charia. Mais toutes n'en font pas une dimension essentielle de la démocratie au même titre que la France. En la contestant au nom de valeurs traditionnelles ou modernes, la France est devenue une cible privilégiée des partisans de la charia. Elle cristallise et concentre les attaques des ennemis de la démocratie. S'attaquer à elle prend un sens symbolique fort. Israël est pour les islamistes le point le plus avancé et peut-être le plus vulnérable du monde démocratique. Ils connaissent le poids symbolique du rapport au judaïsme et aux juifs dans les démocraties. La cause palestinienne, lourde d'un siècle de conflits et de malheurs, peut être facilement mobilisée. Le Hamas règne à Gaza depuis la première intifada, même si avant les derniers événements, la population ne lui était pas entièrement acquise. C'est l'un des courants de l'islamisme et il a établi son autorité totalitaire sur la population gazaoui. Son action n'est pas motivée par la défense de la cause des Palestiniens, ni par le projet de créer une entité politique indépendante. Il utilise ce conflit local dans son projet de dominer le monde et de tuer les mécréants. Le conflit local est cyniquement manipulé pour faire avancer la cause de l'islamisme, dont l'action est directement contraire à l'intérêt des nationalistes palestiniens. Les fonds européens et américains qui sont versés par les organisations internationales pour des raisons humanitaires en faveur des populations gazaouis sont utilisés pour armer le Hamas et le rendre militairement puissant, et il est militairement puissant. Il tient donc les Palestiniens en otage et mobilise à son profit le malheur né des conflits et des guerres entre les peuples qui se disputent la même terre. La politique des islamistes, si elle prend des formes adaptées à chaque situation politique, poursuit néanmoins toujours le même but, appliquer la charia, abattre le monde démocratique. Si les conditions n'étaient pas aussi tragiques, on sourirait des manifestations de soutien que les étudiants ou wokistes des grandes et riches universités américaines de l'Ivy League apportent au Hamas, alors que celui-ci enverrait à la mort les homosexuels et les transgenres s'il était au pouvoir.
Le but et les moyens que mobilise le Hamas illustrent le retour à ce que déjà en 2005, Thérèse Delpech avait appelé l'ensauvagement du monde, à savoir l'échec des efforts pour canaliser la violence, respecter certaines règles, ne pas massacrer les prisonniers ou les populations civiles, et faire respecter un ordre social, même si c'est avec toutes ses limites, pour que puissent être encadrés le nombre et la violence des conflits. Pour ce faire, le Hamas pratique les méthodes propres aux terroristes, celles de Al-Qaïda ou de Daesh, en s'adaptant chaque fois aux conflits, aux faiblesses locales, que ce soit en France, en Europe ou en Afrique. Parce que ce sont des terroristes, leurs combattants mobilisent tous les moyens, même les plus atroces. Le respect de la vie humaine leur est étranger. Il n'est pour eux pas de limite à la barbarie si elle permet d'établir la charia. Ils utilisent le massacre des innocents délibérément, volontairement. Ils en font l'instrument privilégié de leur action. Ils provoquent une violence non pas aveugle, mais au contraire pensée, organisée, dont les images sont ensuite diffusées avec brio sur les réseaux sociaux pour diffuser la peur et la fascination pour la violence. Comme le font tous les régimes totalitaires qui remplacent la réalité du monde par leur propre idéologie, ils choisissent de s'attaquer aux plus vulnérables ou aux plus symboliques. Ils ne refusent aucun mensonge, ils ne respectent aucune limite dans leurs procédés. Mieux, c'est précisément l'absence de limite qui fait leur force et qui captive leurs partisans et même leurs adversaires. La politique des viols systématiques s'inscrit dans ce projet de déshumanisation. Ils appliquent systématiquement la méthode de Dzerzhinsky, le fondateur de la police soviétique, pour s'imposer. Il ne s'agit pas de frapper des coupables, puisqu'après tout ce serait faire justice. Il faut s'en prendre aux innocents, justement parce qu'ils sont innocents. Les habitants des kibboutz massacrés étaient parmi les plus favorables à la cause palestinienne. Ils étaient partisans d'une solution à deux États. C'est parce qu'ils étaient innocents qu'il fallait les violer, les mutiler, s'acharner sur les corps démembrés, les déshumaniser. Les formes de l'action choisies par le Hamas défient les lois des guerres que le droit des gens s'efforce de canaliser. Leur projet génocidaire est formulé dans l'article 3 de leur charte. Et nous le savons, quel autre sens pourrait avoir la formule que répètent les étudiants des grandes universités américaines parfaitement ignares, du fleuve à la mer, la Palestine libre. Israël est un symbole particulièrement fort des limites et des dévoiements du monde démocratique. Son existence en révèle une fêlure qui reste profonde. La mémoire de la Shoah pèse sur la conscience démocratique, puisque c'est une trahison absolue de toutes les valeurs dont les Européens pourraient s'enorgueillir, même si les nouvelles générations l'ignorent comme elles ignorent le monde d'avant leur naissance. Mais le traumatisme collectif n'en existe pas moins. On ne peut mesurer le poids de cette mémoire, mais je continue à penser que l'autoflagellation générale à laquelle se livrent les démocrates prend l'une de ses sources, au moins, dans cette mémoire inconsciente. Comment les Européens pourraient-ils pardonner aux Juifs d'avoir les victimes de la Shoah, décidées et réalisées par le grand pays de la philosophie et de la musique? Le retournement du sens des mots, les Israéliens sont des nazis, l'armée israélienne mène un combat génocidaire, permet de solder la dette. Les Juifs deviennent responsables du génocide des Palestiniens. Ainsi, les Européens sont innocents de la Shoah et peuvent défendre en bonne conscience la cause des victimes de ce génocide. On sait depuis Orwell et depuis toute l'expérience du XXe siècle que le retournement du sens des mots est l'une des caractéristiques de toute entreprise totalitaire. On ne peut séparer la tragédie du Moyen-Orient de l'interrogation sur le destin des démocraties, seul régime politique qui, quand il est fidèle à ses propres valeurs, permet de contrôler les manifestations d'un antisémitisme inscrit dans la conscience historique européenne depuis des siècles et recyclé ou renouvelé selon les circonstances.
Le délitement actuel des démocraties tentées de céder à leurs démons intérieurs rend la situation d'autant plus dangereuse. Les Européens font face à des minorités politiques qui remettent en cause les principes démocratiques en Autriche, en Pologne jusqu'à une date récente, on peut espérer du retournement, en Hongrie, aux Pays-Bas, le pays héritier de la tolérance, grande arche du refuge pour les Huguenots et les Maranes. En France, Jean-Luc Mélenchon, 20% d'électeurs à la présidentielle, refuse de faire la distinction entre la revendication du droit du peuple palestinien à vivre au sein d'une communauté libre et indépendante, le problème local qui devrait être traité par la négociation, et la nécessité de combattre un projet terroriste mondial visant à éliminer les Juifs et les démocraties par tous les moyens. La trahison d'une partie de la gauche européenne, dont la meilleure de la tradition était l'universalisme républicain et la lutte contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme, ne fait qu'illustrer le délitement intellectuel et moral des démocraties qui ajoute à la misère du monde en refusant de le penser de manière juste. On entend avec émotion le désarroi de la gauche israélienne qui, devant la réalité des faits et l'expérience vécue de la violence, n'arrive pas à comprendre qu'une partie de la gauche européenne soit devenue, pour une large part en tout cas, antisémitiste au nom d'un soi-disant antisionisme, ou en tout cas qu'elle se laisse dominer par un courant extrémiste qui a trouvé dans les Palestiniens, après les prolétaires, les nouvelles victimes à défendre systématiquement, quelles que soient les circonstances. L'interprétation du monde par le seul projet colonial des Européens, qui aboutit à transformer les Israéliens en colonisateurs, obscurcit les analyses, réduites à l'état de slogan. On ne peut que constater que ce soi-disant antisionisme, fondé sur une analyse qui reprend les grands thèmes de l'antisémitisme le plus traditionnel, le rapport privilégié des Juifs à l'argent, leur volonté d'étendre par tous les moyens leur pouvoir sur le monde, en particulier par le contrôle des médias, sans oublier l'allusion à l'accusation des meubles rituels d'enfants lorsque des bombes tuent les populations civiles. Après avoir discrètement déploré les événements du 7 octobre, les intellectuels de cette gauche dévoyée se sont immédiatement mobilisés pour déplorer les victimes civiles et condamner les bombardements israéliens en omettant de penser le sens des étapes de l'horreur. Il ne s'agit évidemment pas de nier ou de négliger les malheurs des Gazaouis et le nombre des morts. Mais il ne faut pas pour autant céder à la tentation de ne plus distinguer les malheureuses victimes collatérales, cette expression est horrible, de la guerre, et les malheureuses victimes d'un processus terroriste qui vise à déshumaniser ces victimes. Ce n'est pas du même ordre. Les guerres, hélas, ont toujours fait des victimes innocentes. Les aviateurs héroïques de la Royal Air Force pendant la guerre ont tué à Dresde de nombreux civils qui n'étaient pas responsables des horreurs nazies. Les bombes atomiques lancées sur Hiroshima ou Nagasaki en 1945 sont responsables de la mort de centaines de milliers de personnes qui n'avaient pas directement participé à la guerre horrible menée par l'armée japonaise. Cela n'a pas remis en cause le sens politique de la victoire des Alliés contre les régimes totalitaires. Ces morts n'avaient pas le même sens que la déshumanisation et l'extermination des Juifs et des Tziganes par les nazis. La mort n'est pas le meurtre. La fausse assimilation de toutes les victimes des conflits, en effaçant la distinction entre la guerre menée par des armées et les procédés terroristes, contribue à empêcher de penser juste. Le Hamas condamne à mort les Juifs pour la seule raison qu'ils sont juifs, ce qui est la définition d'un projet génocidaire. Les protocoles des sages de Sion sont redevenus un livre de philosophie politique essentiel dans le monde arabe. L'armée israélienne essaie de limiter le nombre de victimes civiles, mais elle ne peut pas les éviter, puisque la stratégie du Hamas a consisté à installer ses combattants
aux côtés des populations civiles les plus vulnérables, celles qui se trouvent dans les hôpitaux et dans les écoles. Il n'est pas douteux que les bombes sur Gaza tuent de nombreux civils, et l'on peut à coup sûr débattre de la légitimité et de l'efficacité de cette politique. Les Israéliens sont confrontés à l'un de ces pièges historiques qui ont toujours fait le malheur des peuples, même si cela va de soi, un mort est toujours un mort, la mort est toujours un malheur. Le Hamas a tendu un piège redoutable. Il faut éliminer le Hamas parce que c'est un mouvement terroriste qui veut exterminer les Juifs et détruire les démocraties, mais il a volontairement mêlé ses combattants à la population et aux otages, aujourd'hui sans doute disparus, devenus des boucliers humains. Il fait tout pour exposer la population au danger, jusqu'à interdire le départ des réfugiés auxquels l'armée israélienne a annoncé les prochains bombardements. En sorte que toute intervention militaire ne peut que multiplier le nombre des victimes civiles et renforcer l'image dégradée du pays, même chez ses alliés, même chez les plus indulgents. La solidarité momentanée avec Israël, née du massacre des innocents le 7 octobre, s'est très rapidement affaiblie. Dès le 18 octobre, un professeur au Collège de France dénonçait le deux poids, deux mesures de nos émotions, accusant les Européens de ne communier qu'avec les Israéliens et d'ignorer le malheur des Palestiniens. Quant à Joe Biden, la solidarité première qu'il a noblement manifestée s'est affaiblie devant l'opposition d'une partie de son électorat potentiel. Or, nous sommes en période préélectorale aux États-Unis et rien ne serait plus dangereux pour le monde, pour les démocraties et pour Israël que l'élection de Donald Trump. Combien de temps Tzahal pourra continuer ses offensives unanimement condamnées dans le monde? On peut s'interroger. Que faire? Il n'y a pas de recette miracle. Il faut essayer de penser aussi justement que possible la situation, même si nous avons tous nos préjugés, nos sentiments, nos émotions. Il faut tenter de les contrôler et tenter de comprendre ses adversaires pour soutenir tous les modérés qui recherchent effectivement un accord. Malheureusement, ils semblent de moins en moins nombreux, car la violence nourrit la violence, la cruauté nourrit la cruauté, l'extrémiste des uns nourrit l'extrémiste des autres, et on a l'impression que la marge de manœuvre est plus étroite que jamais. Les guerres par lesquelles s'était construit l'État d'Israël opposaient des armées les unes aux autres. Elles n'avaient pas remis en question pour les Juifs l'idée qu'en Palestine se construisait après la Shoah un refuge pour les persécutés. Les survivants de la Shoah y avaient trouvé leur place. Les expulsés des pays arabes y étaient accueillis. C'était un refuge parfois pour les autres Juifs, éventuellement pour soi-même, et cette idée a volé en éclats. On a parlé de pogrom. Ce n'est pas un pogrom au sens historique du terme. La population israélienne est défendue par un État reconnu dans l'ordre international. Mais la violence, et la violence génocidaire, résumée par la formule du fleuve à la mer, rendent présentes les expériences d'un passé qui n'est jamais vraiment passé et il n'y a plus de refuge. On peut critiquer la politique menée ces dernières années en Israël. Si la guerre contre le Hamas est une guerre juste, on peut discuter de la justice des moyens qui sont mis en œuvre par Tzahal dans la bande de Gaza, comme le font de nombreux Israéliens ou Michael Walzer, théoricien de la guerre juste. L'historien Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, a parlé de la politique imbécile qui a précédé le 7 octobre, et c'est ce que pense la moitié des citoyens d'Israël qui manifestaient chaque semaine leur opposition à la politique dictée au gouvernement Netanyahou par les colons fondamentalistes présents au gouvernement. Accusé de corruption, le Premier ministre en est un honteux complice en raison de ses démêlés personnels avec la justice, révélant une absence absolue du sens de l'intérêt général. Il est vrai d'autre part qu'une armée d'occupation, même démocratique, reste une armée d'occupation, et en Cisjordanie, elle ne peut que susciter l'humiliation de ceux qui la subissent et susciter la haine à l'égard des Israéliens. La conduite des soi-disant colons à l'égard des Palestiniens est souvent indéfendable. Depuis les événements récents, entraînés par la dynamique de la violence et du malheur, certains se conduisent parfois à l'égard des Palestiniens
d'une manière qui rappelle les souvenirs douloureux de l'histoire des Juifs. Hélas, l'intolérance est une maladie contagieuse, car elle contamine toujours ceux qui la combattent, pour citer une formule de Raymond Aron qui circule sur Internet et que je ne connaissais pas. Les citoyens israéliens, attachés à la démocratie, combattent la politique que menait Netanyahou, le premier. Cela suffira-t-il dans l'avenir pour infléchir la politique du prochain gouvernement israélien? On peut penser, et l'on peut espérer, que le pouvoir du Premier ministre actuel ne résistera pas à l'échec dramatique de sa politique et que les nationaux religieux messianiques seront politiquement marginalisés. Ils n'en garderont pas moins la volonté de rester à tout prix en Cisjordanie, où ils se sont établis, avec l'abstention des gouvernants successifs. Assisterons-nous à la guerre entre les colons et les Arabes, ou assisterons-nous à la guerre entre les Israéliens eux-mêmes? Nos amis israéliens, Zerv, Sternhell en son temps, Elie Barnavi, nous avaient annoncé qu'une guerre civile entre juifs israéliens, étrangers les uns aux autres par leurs projets politiques, était possible. Le messianisme d'une minorité toujours plus nombreuse établie en Cisjordanie conduirait nécessairement à un affrontement avec l'inspiration du sionisme politique qui consistait à construire un État juif, démocratique et socialiste. Du côté palestinien, voit-on des responsables politiques prêts à négocier avec Israël. Jusqu'à présent, ceux qui s'engageaient dans des négociations avançaient volontairement des conditions dont ils savaient qu'elles étaient impossibles à accepter. Mais la question de fond reste celle-ci. Peut-on négocier avec un mouvement terroriste fondé sur la violence et le mensonge? Les autres pays arabes semblent se désintéresser de l'avenir des Palestiniens, qu'ils utilisent avec une parfaite inhumanité en fonction de leurs propres intérêts. La négociation locale peut-elle échapper à la logique de l'islamisme mondial? Peut-il exister un interlocuteur palestinien qui ne participe pas à l'islamisme et qui soit reconnu comme légitime pour négocier par des foules qui sont maintenant hystérisées? Si la guerre est bien la politique continuée par d'autres moyens, pour citer la formule célèbre de Clausewitz, quel peut être le projet politique des Israéliens? La force seule ne peut apporter la paix. Tout le monde raisonnable, admet qu'une seule solution existe, celle de 2 États souverains, mais les colons fondamentalistes israéliens la refusent, et la cause palestinienne est désormais portée par un mouvement terroriste qui veut imposer la charia, tuer les Israéliens et les Juifs. On ne voit pas de solution, en tout cas à court terme. Je ne vois pas de solution, en tout cas à court terme. Mais on le savait déjà, et on le sait. Les passions mènent le monde, et l'histoire est tragique. Merci.